Dans une certaine ville, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Un homme vient de rentrer du travail et décide de se détendre en jouant à des jeux vidéo. Le lendemain, alors qu'il se rend au travail, il est victime d'un arrêt cardiaque et perd connaissance. Il se réveille soudain dans un autre monde au son de voix. Il ouvre les yeux et aperçoit une dame qui se tient devant lui et se demande qui elle est. L'homme se demande s'il n'a pas été transporté d'urgence à l'hôpital par un bon samaritain et si la dame n'était pas l'infirmière de garde. Un chien se met à aboyer, mais il vole à travers le champ de vision de l'homme, qui est surpris de voir un chien volant. Une femme de chambre entre dans la chambre avec un plateau pour dire à la dame que son thé a été préparé et la dame remercie la femme de chambre. La femme de chambre dit à la dame que son fils est mignon et l'homme regarde son reflet sur le plateau. Il est né la 200e année du calendrier Sommerfort et s'appelle Arlouve. Il est né à Lamberg, dans la province de Mission. 3 ans plus tard, Ar a bien grandi. Il est dans son bureau lorsqu'une servante frappe à la porte et il l'invite à entrer. Elle lui dit qu'elle lui a apporté du thé et il la remercie. Il se rend compte qu'il a perdu la vie dans son ancien monde et qu'il s'est réincarné en un certain Arlouve. Depuis sa naissance, il a appris à lire et à écrire, ce qui lui a permis de connaître le nouveau monde. Il sait qu'il est né dans l'empire de Sommerfort, mais il n'avait jamais vu une telle carte, ce qui lui a fait comprendre qu'il n'était plus sur Terre. Il a également découvert qu'il existait une technique connue sous le nom de magie, que les gens utilisent pour faire apparaître des phénomènes mystérieux. Il pensait que le monde n'était qu'un jeu. La famille Louve dans laquelle il est né était une famille noble et elle était chargée de gérer une petite région appelée Lambure. Leur maison était si grande et si belle qu'Ar la prenait pour un château. Ils avaient de nombreux serviteurs qui s'occupaient d'eux en permanence et un chef cuisinier qui leur préparait de délicieux repas tous les jours. Ar entre dans la salle d'entraînement, ce qui surprend tous les soldats. Il les salue et leur demande s'il peut les observer depuis l'entrée. Les soldats lui disent qu'il sera très bien à cette distance. Ils sont surpris que le prince vienne toujours à la salle d'entraînement à un si jeune âge. Ils étaient convaincus qu'il deviendrait un grand guerrier en grandissant. Ar s'approche d'un maître qui enseigne à un soldat stagiaire. Le maître fait tomber l'élève et le réprimande, mais l'élève se relève et décide de recommencer. Ar utilise sa compétence d'évaluation pour examiner les statistiques de l'élève. Il se rend compte que le stagiaire a de grandes aptitudes pour le tir à l'arc et qu'il sera bon avec les arcs. Le maître renvoie le stagiaire qui a l'air épuisé. Ar s'approche de Millet et l'appelle, ce qui surprend Millet qui ne pensait pas qu'Ar connaissait son nom. Ar lui demande s'il a déjà utilisé un arc mais Millet lui répond qu'il n'utilisera jamais une telle arme car un vrai homme ne tire pas sur ses ennemis à distance comme une mauviette. Ar tente de suggérer qu'il pourrait très bien manier un arc et il lui demande d'essayer. Millet réfléchit, mais lorsque d'autres soldats lui demandent d'essayer comme Ar l'a suggéré, il décide de tenter sa chance. Millet prend un arc et des flèches, mais il avoue qu'il n'a jamais tiré auparavant. Un soldat lui suggère de se rapprocher de la cible pour réduire le risque de blesser les autres, mais Ar est persuadé qu'il peut atteindre la cible depuis sa position. Millet encoche la flèche et vise la cible avec son arc. Il laisse la flèche voler et elle fait mouche. Il pense qu'il s'agit d'un coup de chance et lui demande de réessayer. Millet tire plusieurs flèches qui atteignent tout le point d'impact. Tous les soldats qui l'entourent lui disent qu'il est né pour être archer et Millet se rend compte que l'utilisation d'un arc n'est pas si mauvaise puisque tout est juste dans la guerre. Les soldats se demandent comment Ar a pu deviner que Millet serait bon à l'arc et il leur répond que c'est son instinct. Les soldats sont impressionnés, mais Ar sait que s'il leur disait la vérité sur sa capacité d'évaluation, ils ne le croiraient pas. Bien que sa capacité soit réelle, il n'a pas pu l'utiliser sur lui-même, ce qui ne l'a pas enchanté. À l'heure du dîner, Ar est impressionné par le repas préparé par le chef. Son père lui dit qu'il a été informé de la façon dont Ar a découvert le talent de Millet avec un arc et qu'il a été impressionné. Ar a un peu peur de son père parce qu'il a toujours l'air en colère. Ar utilise sa compétence d'évaluation pour regarder les statistiques de son père. Il est impressionné par le fait que son père ait pu passer du statut de fermier à celui de noble grâce à ses prouesses en arts martiaux. Son père lui dit d'affiner son instinct, car il pourrait un jour devenir le seigneur du pays. Son père était convaincu que la capacité de détecter les talents des autres lui serait utile dans le futur. Son père lui offre sa part du dîner pour qu'il grandisse plus vite et Ar l'en remercie. Après ce jour, Ar étudie davantage l'Empire et se rend compte que l'avenir est un peu flou car les dirigeants sont corrompus. Plusieurs révoltes ont éclaté parmi les roturiers et plusieurs nobles se sont concentrés sur l'autonomie pour réprimer les révoltes. Ar craignait que l'Empire n'entre dans une guerre totale si les choses n'évoluaient pas favorablement. Il ne s'imagine pas mener ses troupes à la guerre et se demande s'il sera capable d'assurer la sécurité des habitants de Lambure. Il voulait les protéger parce qu'ils étaient si gentils avec lui. Il se souvient des paroles de son père à propos de son instinct et il a immédiatement une idée. Il porte un costume et sort dans les rues.
Il utilise immédiatement ses compétences d'évaluation pour vérifier les statistiques des habitants de la ville. Il est épuisé après avoir utilisé ses compétences pendant longtemps et s'assoit dans une ruelle. Une femme chasse soudain un homme de sa boutique parce qu'elle ne veut pas lui vendre ses marchandises. Ar se rend compte que l'homme ne ressemble pas aux habitants de sa ville. Un garçon montre du doigt l'homme qui est un malcan et il essaie de demander à sa mère de l'aider, mais tout le monde l'évite parce qu'il est sale. Ar se souvient que les malcans sont un groupe de personnes venues de l'autre côté de la mer pour passer l'été. Il sait que la plupart d'entre eux ont été amenés comme esclaves et décide donc d'offrir son pain à l'homme. Tout le monde se demande pourquoi l'héritier de la maison Louve aide un malcan. L'homme prend le pain et commence à manger en pleurant. Ar utilise sa compétence d'évaluation sur l'homme et il est surpris de voir que ses statistiques sont presque parfaites. Il sait que cet homme peut devenir un grand guerrier mais l'homme se lève pour partir après l'avoir remercié pour le pain. Ar le poursuit mais l'homme lui dit de ne pas le suivre car les habitants de la ville seront en colère. Ar demande à l'homme s'il veut devenir son serviteur, ce qui surprend l'homme. Ar avait l'intention d'utiliser son pouvoir pour recruter des personnes ayant du potentiel afin que son domaine devienne plus fort. L'homme pense qu'Ar veut juste faire semblant, mais Ar se présente et lui montre les armoiries de sa famille. L'homme est surpris, mais Ar lui dit qu'il veut qu'il devienne son serviteur parce qu'il sent qu'il a beaucoup de talent. L'homme se demande comment Ar a pu sentir cela alors qu'ils viennent de se rencontrer, mais Ar lui répond que c'est quelque chose qu'il sait. L'homme lui dit qu'il ne veut pas lui causer d'ennui car les gens n'apprécieront pas qu'il prenne un malcan comme serviteur. Ar lui dit de ne pas s'inquiéter car il va trouver quelque chose, mais l'homme rejette son offre et s'en va. Ar poursuit l'homme car il sait qu'il ne trouvera jamais quelqu'un d'autre avec de telles caractéristiques. L'estomac de l'homme gronde et Ar décide de s'en servir comme moyen de pression. Il dit à l'homme qu'ils ont un chef qui peut lui préparer un buffet de nourriture qu'il adorera manger. Ar le ramène chez lui et il n'arrive pas à croire qu'Ar est vraiment le fils du Seigneur. Le chef leur sert de la nourriture, mais l'homme n'a droit qu'à une petite portion parce qu'il est un malcan. Ils disent aux malcans de quitter leur maison immédiatement après son repas et Ar se rend compte que les préjugés contre les malcans sont très profonds. Il se rend compte qu'il n'arrivera pas à convaincre les serviteurs et décide donc de partager son repas avec l'homme, ce qui surprend tout le monde. Les servantes décident de servir à l'homme un meilleur plat et celui-ci mange à satiété. Ar se demande ce que Retz, le malcan, fait dans le village et Retz lui dit qu'il était autrefois membre d'une bande de mercenaires. Il explique à Ar qu'ils se sont dissous après que la plupart d'entre eux aient perdu la vie et qu'il erre depuis. Ar se demande pourquoi il n'a pas rejoint un autre groupe de mercenaires et Retz lui répond qu'il n'a pas été engagé parce qu'il n'avait pas d'accolade à son nom. Le serviteur suggère qu'il est temps pour Retz de partir, mais Ar leur dit qu'il a ramené Retz chez lui pour en faire son serviteur. Les serviteurs lui disent que leur Raven désapprouvera, mais Ar lui en parle quand même. Son père lui dit qu'il est inacceptable de faire d'un malcan son serviteur, mais Ar lui dit qu'ils gâcheront le potentiel de Retz s'ils le mettent à la porte. Son père lui rappelle que les malcans leur sont inférieurs et qu'aucun d'entre eux ne peut avoir de talent particulier. Ar est déçu que son père croit aux informations conventionnelles sur les malcans, mais il essaie de le convaincre du contraire. Il demande à son père de tester Retz s'il le souhaite et son père se demande pourquoi il est si sûr de son talent. Son père se souvient qu'il a découvert le talent de Millet et il décide de tester Retz puisqu'Ar insiste. Il dit à Ar qu'il emploiera Retz comme soldat s'il s'avère qu'il est doué et Ar l'en remercie. Son père lui explique que le test consistera en un simulacre de combat entre lui et Retz et que Retz sera engagé s'il parvient à le battre. Ar tente de convaincre son père que Retz n'est pas à la hauteur en raison de son jeune âge, mais son père lui rappelle qu'il a dit que Retz était talentueux. Son père décide de donner un handicap à Retz pour compenser la différence de prouesse et lui dit qu'ils peuvent continuer puisqu'il comprend les termes. Ils sortent de la pièce et Retz se demande pourquoi Ar fait tant d'efforts pour qu'il devienne son serviteur. Il pense qu'Ar lui témoigne de la pitié, mais Ar se demande s'il ne veut pas devenir leur homme de confiance. Il lui dit qu'il peut annuler s'il le souhaite, mais Retz lui dit que c'est la meilleure offre qu'il ait reçue dans sa vie. Il pense que l'offre est incroyable parce que les malcans sont généralement persécutés partout où ils vont. Ar lui dit qu'il a besoin de lui parce qu'il va devenir un jour le seigneur du pays et qu'il aura besoin de Retz à ses côtés. Retz entre dans la salle d'entraînement et les soldats se rendent compte qu'il est un malcan. Le père d'Ar demande à Millet de préparer leurs épées tandis que Gratz apporte un sablier. Il dit à Retz de prendre une épée et lui dit que s'il peut lui porter un seul coup avant la fin du temps imparti, il gagne. Le père d'Ar dit à Retz de se présenter avant le duel et après que Retz l'ait fait, il se présente comme Lord Raven. Le duel commence et Lord Raven frappe le premier, mais Retz s'écarte à temps. Il est convaincu qu'il aurait été coupé en deux même s'il s'agit d'épées d'entraînement. Le duel se poursuit et Ar se rend compte que Retz n'a aucune chance, mais les soldats sont surpris qu'il soit capable de tenir son épée contre Lord Raven. Bien que Retz soit à la hauteur de Lord Raven, il n'arrive pas à le toucher.
Lord Raven lui assène un coup qui l'envoie au sol, mais il se relève. Lord Raven lui rappelle qu'il lui reste peu de temps et Red se souvient car lui a dit qu'il avait besoin de lui. Il décide d'y aller à fond et se précipite sur Lord Raven. Il glisse sous lui et utilise la lumière du soleil à son avantage pour tenter de frapper Lord Raven, mais celui-ci se bloque juste à temps. Lord Raven annonce que la bataille est terminée, mais Red se retourne et voit le sablier toujours en marche. Tout le monde se rend compte que Red a pu effleurer Lord Raven et se demande qui il est. Fidèle à sa parole, Lord Raven décide de l'employer comme soldat et Ar se précipite pour le féliciter de son embauche. Lord Raven dit à Ar que sa capacité à sentir les prouesses des gens est de premier ordre et qu'il est certain qu'Ar se débrouillera bien dans l'ère chaotique qui s'annonce. Il est persuadé qu'Ar fera un jour un grand seigneur. Pendant ce temps, tous les soldats se demandent comment Retz est devenu si fort et se pressent autour de lui dans l'espoir d'apprendre son secret. Plus tard dans la journée, Retz enfile ses nouveaux vêtements et promet de payer de sa vie la dette qu'il a contractée envers Ar. Cela fait maintenant plusieurs mois que Retz a commencé à travailler dans la maison des Louvres. Chaque jour, il s'entraîne avec les soldats et tous les soldats sont émerveillés par ses compétences. Bien qu'il ait participé à la guerre, il est toujours resté aux côtés d'Ar. Son intelligence monta en flèche après qu'il eut commencé à prendre des leçons et, au bout d'un certain temps, Ar utilisa son pouvoir d'évaluation sur lui. Il fut impressionné de constater que Rietz était désormais la personne la plus intelligente de la maison. Tout le monde accepta rapidement Rietz après avoir appris à le connaître davantage et avoir vu à quel point il était doué. Les servantes de la maison étaient heureuses de l'avoir à leur côté et elles étaient également impressionnées par ses compétences et son intelligence. Rietz s'approche d'Ar et lui demande une nouvelle leçon pour ce jour-là. Rietz rappelle à Ar que leur précédente leçon portait sur les activités de l'Empire Summerfort, dont le but était de réunir les 7 nations originelles. Red se souvient car lui avait dit qu'Ancel, géographiquement isolé des autres régions, était impliqué dans des activités commerciales avec des régions extérieures à Summerfort. Ils ont agi de la sorte afin d'acquérir suffisamment de puissance pour envahir les autres royaumes de la région de Summerfort. Après la conquête des autres régions par Ancel, le roi d'Ancel se déclara empereur et nomma la région Summerfort. C'était il y a 203 ans et Ar confirme tout ce qu'il a dit. Retz poursuit en disant que l'Empire Summerfort actuel est en déclin parce que l'empereur actuel n'a que 8 ans. Cela signifie que ce sont ses vassaux qui détiennent le pouvoir, puisque l'empereur va gouverner seul. Cette situation a engendré la corruption au sein du gouvernement, ce qui a conduit à des révoltes dans tout le pays. Les ducs de chaque duché ont alors ignoré l'empire dans son ensemble et se sont concentrés sur leur autonomie. Bien que la guerre actuelle ne soit pas très intense, Ar est convaincu qu'il y aura un conflit plus grave à l'avenir puisque son père a déjà été forcé de se battre dans le conflit actuel. Ar décide d'utiliser son pouvoir pour rassembler les talents prometteurs et les préparer au combat, même s'il espère que la guerre n'éclatera pas à l'avenir. Ar se demande où la guerre éclatera à l'avenir et Rietz lui répond qu'elle partira probablement de la région de Mission. Il informe Ar que le duc du duché de Mission est très âgé et qu'il risque de rencontrer son créateur très bientôt. Le duc a 2 fils et, bien que l'aîné soit censé lui succéder, le cadet semble plus apte à le faire. Le duc s'inquiète de savoir qui il choisira pour lui succéder s'il venait à disparaître. Rietz est persuadé que si le duc rend l'âme avant d'avoir choisi son successeur, la guerre éclatera. Il est également certain que la guerre éclatera même si le duc décide, car les 2 fils sont assoiffés de pouvoir. Ar n'en croit pas ses oreilles et se demande de quel côté se rangera son père si un tel événement se produit. Rietz l'informe que son père se rangera probablement du côté du fils aîné, mais il sait que ce n'est pas lui qui fera le choix. Ar se rend compte que son père n'est pas un vassal direct du duc du duché de Mission car il est un vassal du chef de Canard, et c'est là que Lamberg entre en jeu. Ar se rend compte que sa capacité d'évaluation pourrait être utile pour décider de quel côté se ranger en cas de guerre. Ar était inquiet car, bien que son père soit toujours en vie, il n'était qu'un enfant. Et comme il n'a pu qu'observer Rietz, il ne voulait pas que son père tombe dans la minorité. Rietz dit à Ar qu'un seigneur peut monter en grade s'il joue un rôle important dans une guerre active. Rietz y voit une raison de continuer à faire de son mieux pour augmenter sa force et il rassure Ar en lui disant qu'il sera toujours là pour le protéger. Rietz se rend compte qu'ils doivent rechercher des personnes compétentes et il demande l'aide d'Ar. Ar accepte de l'aider à chercher des gens talentueux et Rietz promet de l'accompagner. Ar et Rietz sortent de la maison familiale et Ar est surpris de voir son père s'entraîner. Il a remarqué que son père s'est entraîné à l'épée ces derniers temps et il se demande si son père est conscient qu'une guerre est sur le point d'éclater. Lord Raven remarque Ar et lui demande s'il va en ville. Ar l'informe qu'il va chercher des talents exceptionnels et son père lui conseille de chercher quelqu'un de doué pour la magie. Ar en est surpris, mais Lord Raven lui dit que la magie sera utile dans la guerre à venir. Lord Raven n'est pas très doué pour la magie et il sait que de nombreux vassaux en possèdent mais qu'ils ne sont pas très doués.
Rietz se rend compte qu'un jour, un tel mage pourrait changer le cours de la guerre. Ar se souvient d'une époque où il pratiquait la magie parce que son père le lui demandait. Il portait alors un étrange outil contenant une boule de liquide rouge et récitait une courte incantation, mais sa magie n'était qu'une vue de l'esprit. Après cela, son père ne l'a plus jamais autorisé à faire de la magie et Ar s'est fait à l'idée qu'il n'avait aucun talent magique. Lord Raven lui dit qu'il compte sur lui pour trouver une personne douée en magie et Ar promet de faire de son mieux. Ils prennent un cheval pour aller en ville et Rietz est convaincu que leur force augmentera considérablement s'ils peuvent trouver quelqu'un avec assez de talent magique pour être utile dans la bataille. Ils arrivent à la ville fortifiée de Canard et Ar est surpris par le nombre de personnes dans les rues. Rietz l'informe que la ville compte 50 000 habitants et Ar est choqué car c'est 5 fois plus que la population de Lamberg. Il lui montre le château de Canard et lui dit que la famille Pell, qui est la famille du chef de comté, y habite. Ar remarque qu'il y a beaucoup de gens riches dans les rues et il espère que les habitants de Lamberg pourront un jour vivre comme eux. Ar décide d'utiliser son talent d'évaluateur et cherche autour de lui quelqu'un de très doué. Au bout d'un moment, Ar et Rietz s'assoient près d'une fontaine et Ar est déçu de n'avoir trouvé personne avec un talent exceptionnel. Les valeurs des capacités d'une personne sont divisées en nombre et en compétences. Ainsi, quelle que soit la valeur numérique, sans compétence, une personne ne peut pas être performante. Rietz le rassure en lui disant qu'ils ont encore le temps de trouver quelqu'un de talentueux puisqu'ils viennent de commencer leur recherche. Alors que Rietz suit le plan de la ville, Ar s'arrête dans une ruelle où se trouvent des mendiants. Rietz lui parle d'un point de repère, mais il remarque qu'Ar regarde autre chose. Il s'approche d'Ar et celui-ci regarde dans la ruelle. Il informe Ar qu'il y aura toujours des mendiants tant qu'il y aura des riches. Rietz reconnaît qu'il n'est pas correct de dire une telle chose puisqu'Ar l'a sauvé d'une telle vie, mais il dit à Ar qu'ils ne peuvent rien faire pour les gens. Ar est d'accord avec Rietz, mais il lui dit que sa vision de la ville a changé après avoir vu des gens vivre dans de telles conditions. Il dit à Rietz qu'il veut créer une société où il n'y a pas de discrimination entre les riches et les pauvres. Bien qu'il admette la naïveté de ses ambitions, il dit à Rietz qu'il croit qu'il y a du talent en chacun de nous. Rietz admet qu'il est fier de servir Ar, ce qui surprend ce dernier. Un étrange personnage qui les espionnait s'éloigne. Ils arrivent au plus grand marché de Canard et Ar est surpris par la quantité de nourriture qu'il peut trouver. Un marchand tente de le convaincre d'acheter un œuf de dragon pour en faire un animal de compagnie. Ar est surpris par l'existence des dragons et encore plus par le fait qu'ils puissent être domestiqués. Ar se laisse séduire par les bonnes affaires du marchand et celui-ci lui dit que les œufs rares valent une pièce d'argent chacun. Comme quelqu'un sous Genjutsu, Ar dit au marchand de lui donner 3 œufs de dragon et fouille dans son sac pour trouver de l'argent. Rietz n'est pas dupe et se demande pourquoi le marchand vend des faux aux gens. Il interroge le marchand avec une épée et ce dernier tente de feindre l'innocence, mais Rietz n'en tient pas compte. Rietz sait que la ville ne fait plus de commerce avec le continent où l'on trouve des œufs. Il dit au marchand que les œufs ne sont pas authentiques parce que les dimensions et la couleur ne sont pas les mêmes que celles qu'il a lues dans les livres. Il est convaincu qu'il s'agit d'œufs de lézard que le marchand a fait passer pour des œufs de dragon, mais le marchand nie. Rietz est sur le point d'ôter la vie au marchand pour avoir essayé de tromper Ar et le marchand commence à réciter ses dernières prières. Ar intervient et supplie Rietz d'épargner le marchand car il n'achètera plus les œufs. Rietz s'excuse d'avoir agi sans précaution, mais Ar le remercie de lui avoir évité de se faire escroquer. Il se demande si l'autre commerçant ne va pas le tromper comme le marchand d'œufs. Il décide de s'informer davantage pour éviter que Rietz ne mette fin à la vie de quelqu'un. Il décide de continuer à chercher des talents, mais font une pause déjeuner au bout d'un moment. Rietz conseille à Ar de manger lentement en lui tendant un steak, mais il remarque soudain un étalage de bonbons. Il se précipite avec un peu d'argent et demande au vendeur de lui en donner, mais quelqu'un le heurte et le soulage du poids de sa pochette d'argent. Ar ne s'en aperçoit pas et pense que la personne l'a heurté par accident parce qu'il semblait pressé. Rietz l'informe que sa bourse a été volée et lui assure qu'il va attraper le voleur. Il porte Ar sur son dos et se lance à la poursuite du voleur. Le voleur est l'étrange personne qui les espionnait tout à l'heure. Rietz s'approche du voleur et enlève son déguisement. La jeune fille s'enfuit dans une ruelle et Rietz la suit dans la ruelle. Le voleur est soudain entouré de bandits et le chef bat le petit voleur pour avoir essayé de s'enfuir. Ar tente d'intervenir et d'empêcher les hommes de frapper la fille, mais le chef est furieux de sa présence. Il tente d'attaquer Ar mais Rietz bloque son attaque et le contre-attaque. Il met à terre le chef et les hommes de main décident d'attaquer Rietz. Rietz les abat l'un après l'autre et il s'enfuit. Ar se demande si la fille va bien et utilise sa capacité d'évaluation sur elle. Il découvre qu'elle a une capacité de mage de niveau S et des prouesses très élevées. Il voit que la fille s'appelle Charlotte et il est surpris par ses capacités malgré son jeune âge. Ar se rend compte que sa puissance magique est hors norme,
bien qu'elle ne soit pas très douée pour les autres formes de combat. Rietz s'approche de Charlotte et lui demande de lui rendre la pochette d'Ar, mais ce dernier lui demande de devenir son vassal. Rietz est choqué car il pense qu'elle n'est qu'une vulgaire voleuse, mais Ar l'informe que son talent magique est phénoménal. Charlotte refuse son offre car elle ne veut pas travailler pour un enfant de son statut et Ar est choqué. Il tente de la convaincre de lui prêter ses pouvoirs, mais elle lui répond qu'elle n'a jamais utilisé la magie auparavant. Ar lui dit qu'il voit qu'elle a des capacités magiques impressionnantes et qu'il se rend compte qu'elle vole parce qu'elle a une vie difficile. Il lui dit qu'elle pourrait vivre mieux si elle devenait son vassal et elle lui répond que c'est un avis de noble. Elle se demande pourquoi les nobles méprisent toujours les gens comme elle. Elle dit à Ar qu'elle ne sera pas un outil pour protéger sa vie luxueuse, mais Ar essaie de la convaincre qu'il n'est pas comme les autres nobles. Il lui dit que son rêve est de créer une ville où les gens peuvent vivre en paix et sans crainte de discrimination. Charlotte lui dit qu'elle ne peut pas attendre qu'il crée une telle utopie s'il n'est pas sûr du jour. Elle pense qu'il essaie de l'embaucher pour se mettre en valeur et refuse une nouvelle fois son offre. Rietz lui demande de rendre la pochette qu'elle a volée et elle coopère car elle ne veut pas rester dans leur dette puisqu'ils l'ont sauvée. Ar se demande qui sont ces hommes et Charlotte lui répond qu'il s'agit d'hommes de main de marchands d'esclaves dont elle s'est échappée. Ar essaie de la convaincre de s'enfuir plus loin, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas et Ar se demande pourquoi. Soudain, plusieurs enfants accourent pour accueillir Charlotte. Rietz se demande qui sont ces enfants et Charlotte leur explique que ce sont des orphelins qui vivent dans la ruelle, tout comme elle. Elle leur dit qu'elle ne peut pas laisser les enfants comme ça et Ar décide de lui donner sa pochette. Plus tard dans la journée, Ar s'assoit sur un banc devant sa chambre. Rietz essaie de le convaincre d'entrer dans sa chambre parce qu'il fait froid dehors, mais Ar ne bouge pas. Rietz dit à Ar qu'il peut compatir avec Charlotte parce qu'il a été comme elle. Il l'informe que Charlotte a probablement souffert aux mains des nobles et que c'est pour cela qu'elle pense que tous les nobles sont pareils. Il rassure Ar en lui disant qu'il est différent, mais Ar lui répond qu'il a pris ses privilèges pour acquis. Ar dit à Rietz que Charlotte avait raison à son sujet. Soudain, il voit les orphelins courir dans les rues et appeler Charlotte. Ar va à leur rencontre et il l'informe que Charlotte a été capturée. Les voyous jettent Charlotte sur le sol de leur base et la rouent de coups parce qu'elle rend leur travail beaucoup plus difficile. Ils continuent de la battre, mais Charlotte a perdu ses sensations, ce qui énerve les voyous car elle ne crie pas et n'appelle personne à l'aide. Le chef des voyous avertit ses subalternes de ne pas frapper Charlotte car elle a déjà un acheteur et il ne veut pas salir son visage. Il les informe qu'il ne veut pas se mettre à dos son client et les voyous acceptent d'arrêter de frapper Charlotte. Il remarque soudain une pochette à côté de Charlotte et pense qu'il s'agit d'une des pochettes qu'elle a volées aux gens dans la rue. Il ramasse la pochette et remarque qu'elle contient beaucoup d'argent, mais Charlotte reprend la pochette et tente de s'enfuir. Les voyous la rattrapent et la répriment, pour lui prouver qu'elle ne leur échappera pas. Charlotte se souvient des visages des enfants dont elle s'occupe et de tout ce que l'argent de la pochette peut leur apporter. Le chef des voyous l'informe qu'il ne sert à rien de fuir car tout ce qu'il attend est une vie de misère. Il tente de la convaincre d'accepter sa nouvelle réalité et de rejeter toute la responsabilité sur ses parents qui l'ont abandonné, mais quelqu'un abat soudain le voyou qui gardait la porte. Les deux hommes tentent d'abattre Rietz, mais celui-ci met hors d'état de nuire tous ceux qui se précipitent sur lui. Le chef des voyous décide d'arrêter les autres voyous pour qu'ils cessent de s'en prendre à Rietz et Ar se précipite dans la pièce en se demandant si Charlotte va bien. Elle se demande ce qu'il fait à la base des voyous et le chef des voyous n'arrive pas à croire car est si confiant qu'il peut s'en tirer sans dommage après avoir défoncé sa porte. Ar utilise sa capacité d'évaluateur pour révéler que le chef des malfrats s'appelle Albert et se demande s'il est un marchand d'esclaves. Albert est surpris car l'est reconnu et il comprend qu'Ar est un noble. Ar lui ordonne de libérer Charlotte mais Albert lui répond qu'il ne peut pas car Charlotte est une marchandise pour lui. Il essaie de faire comprendre à Ar qu'il est comme les autres nobles qui lui achètent des esclaves. Ar s'approche de lui et lui dit qu'il n'est pas comme les autres nobles. Charlotte lui demande de reculer, se demandant pourquoi il la défend alors qu'il la connaît à peine. Ar lui demande soudain pourquoi son regard est si vide, car il y pense depuis qu'il l'a rencontrée. Ar utilise sa capacité d'évaluation sur elle et remarque que son score d'ambition est de 1. Albert se demande de quoi Ar parle et Ar lui explique que l'ambition d'une personne est l'espoir qu'elle a pour elle-même. Elle représente le désir de s'améliorer et l'espoir en l'avenir. Ar explique que Charlotte a renoncé à son avenir, c'est pourquoi son score d'ambition n'est que de 1. Ar se demande si Albert peut imaginer quelqu'un de plus triste que quelqu'un qui a perdu tout espoir en l'avenir. Albert en rit parce qu'il sait que Charlotte est une esclave et que les esclaves n'ont pas d'avenir. Ar se demande pourquoi Albert rit alors qu'il est censé être un adulte qui protège l'avenir des enfants, mais qu'il a choisi de voler celui de Charlotte. Il est furieux qu'Albert ose encore en rire, car ils ont enlevé à Charlotte la possibilité de décider de son avenir.
Charlotte se souvient de l'époque où elle était assise dans une ruelle, déprimée, essayant de se rappeler la dernière fois qu'elle avait versé des larmes. Elle s'est rendue compte que pleurer ne l'aidait pas à résoudre quoi que ce soit et n'augmentait pas ses chances de survie. Charlotte a renoncé à ses rêves après avoir compris que le destin des gens est déterminé dès leur naissance. Charlotte a fermé son cœur au monde pour éviter qu'il ne la blesse avec ses regards fixes et condescendants. Charlotte s'est mise à voler après avoir compris que les pleurs sont réservés aux faibles et qu'ils la rendent vulnérable au monde. Elle a décidé de se concentrer uniquement sur sa survie et de faire de son mieux pour être forte afin de ne jamais avoir à pleurer. Charlotte se demande maintenant pourquoi ses yeux laissent couler des torrents de larmes alors qu'elle s'était jurée de ne plus jamais verser une seule larme. L'un des voyous n'a pas apprécié le ton qu'a adopté à l'égard d'Albert et ce dernier décide de faire appel à d'autres de ses subalternes. Il admet avoir fait preuve d'indulgence à l'égard d'Art parce qu'il est un noble, mais il en a assez de son insolence. Charlotte demande à Art de se mettre à l'abri, mais ce dernier lui assure qu'il s'occupera de tout et qu'elle sera bientôt rétablie. Art demande à Rietz de se débarrasser des voyous, mais ceux-ci lui laissent à peine le temps de finir sa phrase qu'ils se ruent sur lui. Rietz se débarrasse rapidement du premier voyou et lui demande s'il est au courant de la grave infraction qu'il a commise. Il les informe que le prix à payer pour avoir mis Art en colère est leur vie, mais il décide de l'encercler et de l'abattre d'un seul coup alors qu'il n'est plus qu'une seule personne. Mais il les abat successivement. Albert fait signe à ses mages d'abattre Rietz mais celui-ci annule leur magie avec son épée et les vainc. Albert ne sait plus où donner de la tête après avoir compris que Rietz est un monstre. Charlotte est surprise par la force de Rietz et se demande si Albert a fini ou s'il a encore d'autres hommes à sacrifier pour son ego. Albert appelle son arme secrète de l'étage et l'énorme voyou descend les escaliers, se demandant pourquoi tout le monde est si bruyant. Albert les informe que l'énorme voyou était autrefois capitaine dans l'armée de Canard, mais qu'il a été renvoyé pour mauvaise conduite. Charlotte est surprise par l'énormité du voyou et informe à Art qu'ils ne peuvent pas l'abattre. Art utilise son pouvoir d'évaluation sur le voyou et dit à Chiquier d'être tranquille après avoir examiné les caractéristiques du voyou. L'énorme voyou est surpris que les autres voyous aient perdu face à quelqu'un d'aussi chétif que Rietz, mais ce dernier lui dit qu'il ne pourra se moquer d'eux que s'il réussit à l'abattre. L'énorme voyou promet de lui enlever le poids de sa tête et tente de s'agripper à Rietz, mais il ne fait qu'attraper de l'air. Il se demande si Rietz s'est volatilisé, mais Rietz est suspendu à un lustre et il se moque de lui pour sa lenteur. Rietz fait manger sa botte au voyou et lorsqu'il récupère, il lui fait voir des papillons en lui assénant un violent coup de poing à la mâchoire, qui le met hors d'état de nuire. Charlotte se demande comment Rietz peut être aussi fort, tandis qu'Albert pleure ses soldats tombés au combat. Albert prévient que les actions d'Art mettront en colère le chef du district de Canard, qui approuve la traite des esclaves. Art en est conscient et décide de payer l'achat de Charlotte. Albert refuse catégoriquement de prendre l'argent, mais Rietz lui rappelle que le commerce des esclaves repose sur la confiance. Albert se demande où Rietz veut en venir et ce dernier l'informe que s'ils emmènent Charlotte sans payer, cela ruinera sa réputation. Il lui suggère d'informer son acheteur que quelqu'un est venu lui proposer un meilleur morceau afin qu'il n'ait pas à recourir à des mesures contraires à l'éthique pour assurer la sécurité de Charlotte. Albert cède et dit à Rietz de la prendre. Rietz est tellement content de la coopération d'Albert qu'il décide de lui offrir un supplément pour le dédommager. Ils se dirigent tous deux vers Charlotte et Art lui tend la main pour l'aider à se relever afin qu'elle puisse rejoindre ses amis qui l'attendent. Mais lorsqu'ils sortent de la base des malfrats, Charlotte les informe qu'il y a un endroit où elle aimerait se rendre avant qu'ils ne rentrent chez eux. Charlotte les conduit à travers une épaisse forêt, ce qui fatigue notre Art qui ne peut attendre d'arriver à destination. Charlotte s'amuse de l'air vulnérable d'Art, mais après une courte distance, elle annonce qu'ils sont arrivés à destination. Art lève les yeux pour admirer une vue magnifique de la ville depuis un rocher et Charlotte l'informe que c'est son endroit secret. Chaque fois qu'elle admire la vue depuis cet endroit, tous les problèmes de la ville tombent dans l'oubli. Elle se rend toujours à cet endroit pour admirer la vue de temps en temps, juste pour garder la raison parce qu'elle aime l'endroit. Art se demande pourquoi elle partage cet endroit avec lui et Charlotte lui rappelle son rêve de construire une ville où les défavorisés seraient traités comme des nobles. Elle se demande pourquoi il a un tel rêve et il lui répond que c'est parce qu'il aime les enfants, une déclaration qui le conduirait en prison s'il était dans sa vie antérieure. Charlotte se demande pourquoi il dit cela alors qu'il est un enfant et car se souvient d'images de son ancienne vie. Il l'informe que le sourire d'un enfant peut remonter le moral d'une personne déprimée, car il est plein d'espoir. Le lendemain, Rietz et Art s'amusent avec les enfants. Les orphelins parlent de leurs rêves d'avenir et Art se réjouit de voir que les enfants ont de l'espoir pour l'avenir. Art est convaincu que le bonheur a un grand pouvoir et que les sourires des enfants peuvent aussi influencer les adultes à se réjouir de l'avenir et à essayer de vivre une vie meilleure. Art est convaincu que ce genre d'enthousiasme peut faire d'une ville un endroit meilleur.
Har regarde l'horizon lointain, espérant pouvoir construire un endroit où les enfants auront toujours de l'espoir. Il informe Charlotte qu'une telle responsabilité ne peut incomber qu'au chef de la ville, c'est pourquoi il veut construire une ville où les gens comme elle pourront vivre une vie stable. À sa grande surprise, Charlotte accepte de l'accompagner et de devenir sa conseillère. Har se demande si Charlotte ne s'inquiétera pas pour les enfants, mais elle l'informe que c'est pour eux qu'elle l'accompagne. Elle lui dit qu'elle veut qu'ils aient un avenir semblable à celui qu'il décrit et Rietz décide de confirmer sa capacité magique à l'aide d'un objet magique. Har se demande où il a trouvé cet objet et il lui répond qu'il l'a emprunté dans une maison qu'ils ont visitée. Rietz remet l'objet magique à Charlotte pour qu'elle puisse tester sa magie, car il veut voir ses capacités magiques de ses propres yeux pour pouvoir la prendre comme camarade. Charlotte avoue que c'est la première fois qu'elle utilise la magie et qu'elle ne sait même pas comment jeter des sorts. Rietz décide de lui montrer comment lancer un sort sous le regard impatient d'Har, qui se demande de quoi une personne de rang S est capable. Rietz l'informe qu'elle est prête et elle prononce l'incantation que Rietz lui a indiquée. Une énorme boule de feu se manifeste soudain dans sa paume tendue et une flamme jaillit dans l'air, à la surprise de Rietz et d'Har. Les habitants de la ville sont également surpris par le sort. L'objet magique se brise sous l'effet de la surcharge magique et Charlotte est heureuse de la puissance de son sort. Har est stupéfait par la puissance de Charlotte, tandis que Rietz est tellement étourdi par la magie qu'il parvient à peine à faire sortir un compliment de sa bouche. Charlotte se demande si elle aura de la nourriture et un endroit où vivre une fois qu'elle sera la servante d'Har. Il lui répond qu'elle aura tout cela, y compris un salaire mensuel, mais elle lui demande d'envoyer son salaire aux enfants car ils auront du mal à s'en sortir sans elle. Elle l'informe qu'elle n'a besoin que de nourriture et d'un endroit pour vivre et Har promet de donner son salaire à l'orphelinat. Le lendemain, Charlotte va dire au revoir aux orphelins et Har se réjouit d'avoir un autre compagnon fiable. Bien qu'il soit heureux que sa maison soit désormais plus solide, il ressent aussi la pression d'avoir des gens extraordinaires autour de lui tout en étant tout à fait normal. Har décide de s'en tenir à son rêve et de faire de son mieux pour le réaliser. Ils arrivent à la maison, mais Lord Raven refuse de reconnaître Charlotte comme servante d'Har parce que le champ de bataille n'est pas fait pour une femme. Har demande à Charlotte de démontrer son pouvoir à Lord Raven et, après avoir vu le résultat, il l'accepte immédiatement dans la maison Louvre. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.